tu commences du coup, tu fais Ouais, l'introduction. tout à fait. Ouais. Ok. Je te donne le top et tu pars 5 secondes après. Ouais, c'est nickel. Super. Allez, 3, 2, 1, top. Recrutement, promotion de la branche transport et possibilités de carrière, des sujets importants que nous allons développer avec mes invités cet après-midi. Première édition du salon Expert Trans 2024, un salon exceptionnel et c'est la dernière conférence. Je suis presque assez triste, dirais-je. Première conférence qui a eu lieu hier, deuxième ce matin et la troisième aujourd'hui. Je reçois Aurélie Morin, déléguée régionale Normandie de l'AFT Transport et Logistique. Elle se présentera dans quelques minutes. Sylvain Gostrel, j'aurais pu démarrer, poursuivre par une dame, mais bon, j'ai suivi, vous voyez, un ordre, l'ordre du plateau. Sylvain Gostrel, directeur développement du groupe G7. Nous étions hier avec Frédéric Pigassou, CEO du groupe G7. Vraiment un très très bon moment avec Frédéric. Donc je pense qu'on va avoir une poursuite. Tout à l'heure, en off, Sylvain me disait, Frédéric et autres, évidemment, acteurs du groupe G7 bâtissent la stratégie et moi, je suis en charge de la déployer en partie. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Ici, à ma gauche, Coralie Després, du réseau Bras droit des dirigeants. Coralie est directrice RH externalisée et à temps partagé. Elle nous dira également beaucoup de bien, évidemment, de sa fonction au sein des entreprises, comme si, finalement, l'entreprise avait son salarié, son service, ressources humaines. Aurélie, ça va être à toi de te présenter. Qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu? Il y a une véritable mission à l'AFT et qui mieux que toi pour en parler. Et puis, juste avant, évidemment, merci public pour votre présence et je vous garantis que vous allez apprendre plein de choses. Voilà. Alors bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Aurélie Morin, déléguée régionale de l'AFT Transport Logistique Normandie. Merci pour cette invitation à témoigner dans cette conférence et merci pour votre présence. Alors je ne vais pas vous parler de moi, je vais vous parler de ce que fait l'AFT Transport Logistique et au lieu d'un long discours, eh bien, je vais vous proposer une petite vidéo qu'on a conçue nous à notre niveau pour vous présenter nos différentes missions. Alors je lance. AFT. Derrière ces 3 lettres se cache une centaine de personnes au service d'une mission. Promouvoir et développer l'emploi dans le transport logistique. Pour y parvenir, l'AFT Transport et Logistique est présente sur l'ensemble des territoires et agit à plusieurs niveaux. Pour attirer des candidats, il faut valoriser les métiers du secteur auprès des particuliers d'abord. Quelques petits problèmes techniques, me dit-on dans l'oreille. Mais aussi des prescripteurs emploi et orientation qui sont des relais essentiels. Ainsi, l'AFT mène de nombreuses actions sur le terrain, propose des webinaires d'information, administre et met à jour quotidiennement un site unique d'orientation dédié au transport logistique. Par ailleurs, l'AFT permet au transport logistique d'être représenté et visible sur des événements nationaux où les jeunes deviennent de véritables ambassadeurs du secteur. Au total, ces actions permettent de sensibiliser plus de 500 000 personnes chaque année. L'AFT travaille avec et pour les entreprises du secteur transport et logistique. Nous les épaulons dans les démarches de recrutement. Nous développons des outils et des solutions RH innovants pour leur permettre d'attirer des candidats en développant leur marque employeur, de fidéliser les salariés en prenant mieux en compte la qualité de vie et la prévention au travail, d'améliorer l'inclusion dans l'entreprise. Enfin, comme le secteur est au carrefour de nombreuses mutations et évolutions, l'AFT informe régulièrement les entreprises des innovations et évolutions réglementaires du secteur. Pour renforcer l'employabilité des apprenants, l'AFT travaille sur les contenus de formation, apportant l'expertise transport logistique nécessaire à la refonte et à la création de certifications. L'AFT soutient également les enseignants et formateurs du secteur avec des supports de formation innovants, un site extranet contenant de nombreuses ressources pédagogiques, réglementaires et bibliographiques, des plateformes numériques et même près de 300 véhicules écoles pour les sections conduite de l'éducation nationale. Nous rapprochons également l'enseignement supérieur du monde professionnel par le biais d'événements spécifiques. Enfin, l'AFT s'attache à développer la mobilité européenne pour les étudiants et les enseignants.
l'AFT apporte des éléments d'éclairage à ses partenaires institutionnels. Grâce à une enquête tableau de bord annuelle qui étudie les recrutements et les caractéristiques des emplois en entreprise de transport logistique. En animant les travaux de l'OPTL, Observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les transports et la logistique. Nous réalisons aussi des enquêtes, des analyses et des études prospectives permettant d'anticiper les évolutions à venir des métiers et des qualifications. L'AFT mène une action plus discrète, mais ô combien nécessaire, le cofinancement des formations, particulièrement celle des conducteurs. Dans le cadre de cette mission régalienne établie par la puissance publique, l'AFT s'assure que l'offre reste adaptée à l'évolution des besoins de la profession et des candidats. Ainsi, en forte croissance depuis quelques années, le nombre de formations cofinancées atteint aujourd'hui près de 50 000 dossiers traités. Animée par une agilité qui la caractérise, l'AFT n'a de cesse d'inventer et de mettre gracieusement à disposition de tous les acteurs concernés des solutions originales, innovantes et directement opérationnelles au service de l'emploi. Beaucoup de missions à l'AFT, transport et logistique. Aurélie ? AFT. J'aurais pas fait mieux en si peu de temps. Donc oui, beaucoup de missions. Celle qui m'amène aujourd'hui est plutôt relative, donc effectivement au recrutement et à l'emploi dans la branche et pour évoquer aussi l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. Moi, j'ai proposé également de vous présenter un panorama chiffré de ce qui se passe dans la branche en matière d'emploi et de formation. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau donc, de la petite présentation visuelle, là, vous aviez à un moment donné des éléments sur ce qu'on appelle l'OPTL, donc l'Observatoire prospectif des métiers et qualifications dans le transport et la logistique. Donc, ce sont ces chiffres que je vais vous présenter. Alors, comment est conçu ce rapport ? Donc, chaque année, on mène une enquête auprès des entreprises de la branche. C'est une enquête sont des données que l'on compile avec celles d'autres structures, France Travail, ACOS, Banque de France, etc. L'OPTL est une instance paritaire donc, qui est composée des organisations patronales et des syndicats de salariés. Et cette instance et ce rapport donc, permettent de travailler donc, ensemble sur de la prospective, d'élaborer donc, des projets en matière de formation, de financement. Combien est-ce qu'on va dédier en termes d'enveloppe budgétaire à la formation à horizon 1 an, 2 ans, 5 ans, quels vont être les besoins. Et donc on travaille globalement sur de la gestion prévisionnelle. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Il ne suffit pas à lui seul, bien évidemment, mais en tout cas, il apporte un éclairage certain aux professionnels de la branche et aux différentes parties prenantes sur le sujet. Donc pour être vraiment très précis, moi j'apporterai donc la distinction suivante, c'est que là on est vraiment sur la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Autrement dit, donc l'activité marchandise, voyageurs et donc le transport sanitaire bien sûr. Tout ça, ça représente donc 5 886 établissements en Normandie. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est un peu plus de 42 000 établissements. Donc, pour aller plus dans le détail sur les chiffres de la branche, au niveau des effectifs. Alors oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je vais vous donner les chiffres de 2022. Bon, globalement, les choses n'évoluent pas tant que ça d'une année sur l'autre. Donc ces chiffres-là sont à peu près fiables par rapport à aujourd'hui. On fonctionne toujours en année N-1 puisqu'on mène l'enquête en 2023 pour l'année 2022, etc. Donc le rapport 2024 sortira là en fin d'année. Donc au 31 décembre 2022, on avait donc précisément 44 393 salariés en Normandie et 801 288 au niveau national.
Je vous propose également un petit graphique sur la droite qui vous montre l'évolution des effectifs de la branche par activité en 5 ans. Et on voit très clairement que sur les 5 dernières années, donc entre 2017 et 2022, les effectifs ont continué à évoluer. On voit un petit ralentissement au niveau du transport de voyageurs sur l'année 2020. Bon, ça, c'est à mettre en lien avec le contexte Covid. Mais on voit sur le graphe là, que les choses sont plutôt bien reparties dans les années qui ont suivi. Donc tout ça pour dire que dans le transport, en fait, on continue à recruter, les effectifs continuent à augmenter, quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire, au niveau contexte social, politique, économique, voire sanitaire, pendant la période Covid, je le disais. Au niveau des embauches, donc voilà, on continue à recruter. En 2022, donc c'était plus 32% de recrutement, soit 8601 personnes recrutées sur l'année. 12% de ces recrutements étaient pour création d'emplois. Et 6% d'entre eux étaient pour remplacer des départs en retraite. Véritable, c'est l'œil en fait de la filière transport et logistique, l'AFT. Ouais. C'est ça. Alors l'AFT, moi je suis rédactrice et cheville ouvrière, on va dire, de ce rapport. Après, je l'ai précisé, il est représenté voilà, par une instance qui est paritaire, et ça c'est très important parce que pour prendre les décisions en matière d'emploi et de formation, il faut que tout le monde soit autour de la table. Donc, je ne suis que la petite main, on va dire, mais fédératrice. Non pas des moindres, parce que l'enquête est quand même menée au niveau national, la prospective se fait au niveau national. Donc, c'est un gros travail. Mais effectivement, on est un peu l'œil de la branche. Je continue sur la répartition des emplois salariés en Normandie. Donc on voit que sur le secteur marchandises, globalement, les entreprises sont réparties un petit peu partout sur le territoire, même si il y a quelques zones plus spécifiques et plus stratégiques, on va dire, concernées. Donc là, on va évidemment cibler les zones portuaires, les grandes villes et agglomérations. Ensuite, sur la partie voyageurs, on voit que la population est quand même davantage concentrée sur les zones plus touristiques, on va dire, avec Cherbourg. Bon, là, c'est sans surprise, avec toutes les plages du débarquement. Et ensuite, oui, plutôt sur les grandes périphéries. Et après, c'est là qu'on va retrouver les différentes entreprises qui gèrent et organisent le transport scolaire, notamment, en plus du tourisme. Sur le sanitaire, bon, là, les entreprises sont moins nombreuses, mais assez réparties sur tout le territoire également. Mais bon, on voit bien que c'est le secteur marchandises qui remporte vraiment le plus au niveau des emplois. Ensuite, donc, si on fait un focus sur l'emploi sur la part des femmes dans les effectifs de la branche, bon, là, j'ai envie de dire qu'on a encore du travail à faire. Puisque, en gros, les femmes représentent 21% des effectifs de la branche en Normandie. Si on fait un focus sur les conductrices, alors là, on est à 12%, donc ça baisse quand même sacrément. Et quand on regarde d'un peu plus près, là, donc dans le transport de marchandises, on est passé tout juste à 4% en Normandie, mais on est resté à 3% pendant très longtemps. Dans le voyageur, elles sont plus nombreuses, 28% de conductrices, et dans le sanitaire, 41%. Bon, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ça. J'allais te poser la question. Ouais. Un rapport à la pénibilité ? Oui, alors la pénibilité, mais quoique, parce que les entreprises de transport ont fait énormément d'efforts sur la partie équipement, outils de travail. Les véhicules d'aujourd'hui
ne sont plus du tout les mêmes que les véhicules d'il y a 20, 30 ans. Après, je pense que voilà, le collègue pourra en parler mieux que moi. Mais vraiment des outils de travail qui permettent, je dirais, aux femmes comme aux hommes d'exercer en tant que conducteur, conductrice. Moi, je dis toujours aussi que ce qui est mis en place pour faciliter le travail des femmes sert aussi aux hommes, ne serait-ce qu'à titre préventif, pour maintenir tout le monde en bonne santé physique et mentale aussi. Quand je rencontre le jeune public ou des personnes qui sont en reconversion, je leur dis toujours, mais en fait, dans le transport de marchandises, être conductrice, c'est pas forcément, peut-être pas forcément plus difficile que d'être ambulancière, parce qu'il y a des questions qui se posent autour des horaires de travail, de la conciliation, la manutention, la conciliation vie pro, vie perso, le fait d'avoir une vie de famille. Et en fait, je leur dis toujours, être ambulancière, c'est pas forcément plus aisé en termes de manutention, de port de. Là, pas évident, on n'est pas sur des charges, on est sur des personnes, de l'humain. Mais il y a de la charge tout de même. Voilà. Pour le moral, transporter des gens qui vont pas toujours bien, voilà, transporter de la marchandise, des produits, des palettes. Bon, voilà. Parfois, ça va pas toujours bien non plus. Mais pas. Et puis... Sauf chez G7, on n'a pas de problème avec G7. Tout va bien. Et puis en termes d'horaire, être ambulancière, c'est travailler le week-end, le jour, la nuit, être présent pour des urgences. Donc finalement, cette question de la pénibilité, elle se pose tout autant d'un côté comme de l'autre finalement, et peut-être moins dans le transport de marchandises en fait. Donc il faut faire de la promotion, de la pédagogie, expliquer, réexpliquer. C'est ça, aller un petit peu à l'encontre des stéréotypes, parce que quand on discute avec les transporteurs, nous, on se rend compte qu'ils sont tout à fait favorables au recrutement des femmes. Je pense que c'est vraiment plus du côté des femmes qu'il y a un effort à faire pour sortir un peu de toutes ces idées reçues, de ces clichés. Donc voilà, moi j'encourage en tout cas les femmes à venir travailler dans le transport. Sylvain nous en dira beaucoup plus en effet sur le recrutement des femmes au sein des entreprises et notamment du groupe G7. Et puis également peut-être est-ce que cette vision de la femme au sein de ce métier a toujours été celle d'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait aussi une forme de réticence, tu en parlais tout à l'heure. Peut-être certains transporteurs de se dire non, pas une femme au volant du camion. On en parlera peut-être après avec Sylvain. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Bon, ça c'est bien. Évolution, mais ça on l'a vu sur ces 2 jours, mais encore demain, sur ces 3 jours de salon, l'évolution au sein de la branche, elle est presque à tous les niveaux. Tout a évolué et ça continue et ça continue. Moi je suis très respectueux de ce qui se passe dans votre filière. Voilà, je la connaissais très peu, mais je trouve que ça bosse et dans le bon sens. Oui. Je continue ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, cette fois-ci, donc, si on se focalise sur la pyramide des âges, voilà, je l'ai écrit, une pyramide des âges vieillissante. Alors, dans le sanitaire, les choses sont quand même assez équilibrées. En revanche, en marchandises et dans le voyageur, oui, on a quand même des salariés qui sont plus très très jeunes, on va dire. Moyenne d'âge, dans le voyageur, on est à 49 ans. Et dans le marchandise, c'est 44-45 ans. Donc, j'ai pas dit qu'on était vieux à cet âge-là. Parce que, un peu quand même. Mais en tout cas, ça veut dire pour les entreprises de l'anticipation dans les recrutements, parce que le temps de recruter, de former, le temps que les jeunes sortent d'école, le temps qu'on fasse le boulot de communication nécessaire pour dire c'est bien, venez travailler dans le transport, les 15 années vont quand même passer vite finalement. Et passer un message, c'est long, c'est souvent laborieux. Et donc il faut œuvrer maintenant pour demain. C'est ça. Ne pas attendre, ne pas toujours avoir un coup d'avance. Quand on regarde là encore plus finement la comparaison de la structure par âge à 10 ans d'intervalle, on voit encore que les choses ont sacrément évolué, changé en 10 ans. En 2012, on voit que les plus 50 ans étaient seulement 27% dans les entreprises de transport. Aujourd'hui, elles sont 40%.
Donc, ça vient bien étayer ce que je viens de vous dire par rapport à cette population qui vieillit. En rédigeant le rapport régional de l'OPTL, l'année dernière, j'ai vu les premiers chiffres apparaître sur les plus de 65 ans dans les entreprises de transport de voyageurs. Je regarde de ce côté-là parce que je vois Emmanuel Lecourt de la FNTV qui pourrait illustrer ça. Mais voilà, il y a des gens qui continuent à travailler un peu plus longtemps, soit parce qu'ils en ont besoin, soit parce qu'ils en ont envie. On voit des retraités commencer à venir nous voir sur les salons pour nous dire voilà, j'ai envie de compléter mon activité. Donc ça, c'est aussi un sujet. J'ai eu en effet cette discussion avec un centre de formation qui m'expliquait qu'il avait des personnes en effet à la retraite qui passaient le permis pour. Oui. J'ai halluciné. Mais bon, c'est ma méconnaissance, c'est tout. Mais c'est une réalité quand même. Donc oui. ça en dit long. Tout à fait. Ça en dit long. Ouais. La prospective transport et logistique en Normandie donc, annonce des besoins pour les années à venir. En 2025, c'est plus de 7000 personnes attendues dans la branche. Pour les conducteurs, on est à 4800. Donc c'est de la prospective, c'est fait à partir de calculs. On ne lit pas dans le mar de café, on n'a pas de boule de cristal, on ne va pas anticiper ce qui peut se passer au niveau de la politique, de l'économie, ça du peut être sanitaire. plus comme moins. Ça peut être plus comme moins, mais en tout cas aujourd'hui, compte tenu des éléments que nous avons en notre possession, la prospective c'est celle-ci. Pour les exploitants, donc 650 personnes, en logistique 840 et autres métiers de la branche 800. Je me suis permise aussi de vous indiquer donc, ces petits graphes, chiffres et cartes pour vous montrer aussi que les jeunes qui se forment au métier de la branche ont un taux de placement, un taux d'insertion qui est plutôt intéressant. C'est plus de 80% d'entre eux qui sortent diplômés avec un travail à la clé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est que voilà, même quand ils ne sortent pas pour aller travailler, beaucoup d'entre eux vont aussi continuer leurs études. De quelle manière? Par la voie de l'alternance. Ça, c'est une voie qui fonctionne très bien dans les métiers du transport et de la logistique. Ceux qui continuent leurs études, à 77%, choisissent la voie de l'alternance. Donc quand ils sont alternants, eh bien, ils montent en compétences, ils continuent à se former et quelque part, ils sont prêts aussi à intégrer leur future entreprise ou bien à rester dans celle qui les a formés. En général, c'est le scénario qui se produit. Bon, on voit forcément, en toute logique, qu'il y a beaucoup moins de filles qui se forment que de garçons. Ceux qui vont en emploi tout de suite après la formation sont à 41% en CDI, 14% en CDD, donc c'est quand même pas mal. À peu près la moitié se destine au métier du transport. On est à 13%, oui c'est ça, 13% qui se destinent au métier de la logistique. On a 3% qui partent dans le bâtiment et les travaux publics. C'est bien, ça profite aussi à d'autres branches. Mais voilà, en gros, le message là, c'est qu'il y a un très beau taux d'insertion après les études. On parle de prospective, on parle donc d'avenir. Transport, logistique, des métiers qui évoluent sans cesse. Qui vont continuer à évoluer. Donc là, je vous ai mis quelques images. Alors les exosquelettes dans les entrepôts logistiques, donc ça fait quand même quelques temps que ça existe. Ça permet d'améliorer le confort de travail, on va dire, des personnes avec une assistance spécifique pour assurer des mouvements en toute sécurité pendant la préparation de commandes et autres activités en lien avec l'entrepôt. Des véhicules autonomes qui commencent à
à arriver, ce qu'on appelle le platooning, avec donc une espèce de convoi de véhicules, avec seulement un conducteur dans le premier camion, qui devient en quelque sorte un pilote. Donc ça fait un peu futuriste, mais ça existe pour de vrai. Aux États-Unis notamment, en France, il y a déjà des pistes qui testent ces modalités de transport. Je rebondis. Sylvain, vous observez ce genre de nouveaux moyens? Vous êtes déjà dessus, quoi. Ouais. En réflexion, tout au moins. Voilà, on est en réflexion, en fait. On a, avec notre community manager, une réflexion justement sur l'avenir, l'IA au sein du transport. Donc pour l'instant, on est dans les prémices de la réflexion. J'y crois qu'à moitié, mais... Aurélie. Et puis, oui, donc des métiers qui vont évoluer avec les nouvelles technologies, avec des véhicules qui seront de plus en plus performants, et on demandera aux conducteurs, conductrices d'être de plus en plus attentifs à la façon dont ils consomment l'énergie. La relation client pour le conducteur va être aussi très très importante, de plus en plus. Les métiers de l'entrepôt vont évoluer. Nous, on fait pas mal d'études au niveau de l'AFT, c'était dit dans la petite vidéo de départ. On fait pas mal d'études sur les métiers de demain. Donc, je vous invite à aller voir cette étude qui a été faite il y a 2 ans, je crois, avec France Logistique et donc l'AFT, qui évoque les différents métiers du transport et de la logistique et leurs évolutions à venir. Il y a des choses qui commencent déjà à se mettre en place. C'est intéressant, ça pose des questions donc, sur les profils des nouvelles recrues, sur l'évolution des référentiels de formation également, sur la façon de recruter, quelles perspectives donner aussi aux salariés en évolution interne dans l'entreprise. C'est très intéressant, je pourrais en parler longtemps, mais je crois que la conférence n'est pas que pour moi. Donc, on sent que tu es passionné en tout cas. Je vais laisser la main. On a vu des chiffres, on a, je dirais, un panorama précis grâce à toute cette condensation de data, de chiffres, etc. Juste avant de passer la parole à Sylvain, 3 freins que vous constatez sur lesquels il faut absolument bosser pour faire que justement le recrutement au sein de la branche s'améliore sérieusement et qu'on réponde à toutes les prérogatives que vous avez pu définir. Alors moi je dirais travailler sur la marque employeur. Ça c'est très important. Alors quand on parle de marque employeur, c'est l'image de l'entreprise de manière générale. Ça passe par quoi? Ça passe par la façon dont, en tant qu'entreprise, je vais valoriser mes métiers et mon entreprise de manière plus large. La façon dont je vais recruter, comment je vais gérer mes process de recrutement, quelle attention particulière je vais porter à ces recrutements. Ça commence tout simplement par la rédaction de l'offre d'emploi, par la présence sur des salons, des forums. Et puis, en 3e lieu, et c'est loin d'être le moins important, c'est comment je vais travailler à fidéliser. Parce qu'en fait, on s'en rend compte, nous, au quotidien, quand on échange avec les entreprises. Recruter, c'est une chose, c'est déjà pas facile. Mais garder les salariés, c'est encore un autre sujet. Et donc, moi, si j'ai vraiment 3 conseils, 3 chantiers à donner, ce serait cela. Et nous, à l'AFT, on accompagne avec les partenaires sur ces questions. Merci Aurélie Morin, déléguée régionale Normandie à l'AFT Transport et Logistique. On va passer la main à Sylvain Gostrel, directeur du développement du groupe G7. Et justement, finalement, grâce à Aurélie, j'ai mes 3 premières questions sur ces 3 leviers à activer, notamment la marque employeur, le process de recrutement, la fidélisation. Sylvain, j'aimerais qu'on en parle, mais avant cela, parle-moi du groupe G7 pour celles et ceux qui ne connaissent pas le groupe G7 et puis également ta mission en tant que directeur du développement. Donc moi, ça fait maintenant 1 an que j'ai rejoint le groupe G7. J'ai pour mission, en fait, je travaille en collaboration directement avec le COMEX qui, en fait, définit la stratégie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui, derrière, en fait, je suis en charge de la déployer au sein du groupe et l'ensemble de ses filiales. Donc aujourd'hui, le G7, c'est 6 filiales au total. Donc on est dans
tout type de typologie de transport. En fait, on est polyvalent au niveau du transport. Et puis, on a également une filiale aujourd'hui qui est gestionnaire de notre parc pour une optimisation justement de nos coûts. D'accord. G7 aujourd'hui, donc je vous ai fait en fait une petite présentation. Donc Très je suis bien. parti sur les chiffres clés du secteur du TRM, parce que l'idée c'était en fait d'avoir une vision globale en fait du secteur, pour après en fait affiner directement au niveau de l'entreprise. Parfait. Donc aujourd'hui en fait le secteur du TRM c'est 437 000 salariés. Donc ça c'est des études qui ont été faites en 2020. Donc j'ai pas de chiffres on va dire récents de 2023 ou premier trimestre 2024 parce que l'ensemble des études statistiques mettent une année facile à sortir les chiffres. Mais aujourd'hui, voilà, 437 000 salariés, 72% sont des conducteurs. Il y a une évolution avec une tendance positive, avec plus de 2,9% en un an. Et comme le disait Aurélie, aujourd'hui, il y a 12% qui sont des postes qui sont occupés par des femmes. L'âge moyen était de 43 ans, avec un salaire moyen de 1 830 € net. C'est les chiffres de 2019, avec une progression de 3,4%. Et sur la notion de salaire, aujourd'hui, en 2 ans, la masse salariale par le biais de la convention collective et l'augmentation du point, les chauffeurs ont gagné 17% de pouvoir d'achat. Donc en fait, c'est quand même un secteur dynamique et voilà, en pleine évolution, en pleine mutation. Combien de salariés au sein du groupe G7 ? Alors, au sein du groupe G7, on est aujourd'hui 400 collaborateurs. On va dire en CDI. Parce qu'après, quand on monte aujourd'hui sur une activité saisonnière ou ce qu'on appelle la pique, on peut monter à plus de 500 salariés. Voilà. Okay. Donc c'est un groupe qui réunit différentes entités. Aujourd'hui, donc 400 salariés, dont 160 femmes. Donc aujourd'hui, on n'a pas de discrimination. On accueille les femmes avec plaisir. C'est une vraie réponse, un vrai message. Ça. Autant que les hommes. Aujourd'hui, l'âge moyen, alors on a deux types d'activités. On a du B2B et du B2C. Sur le B2C, en fait, l'âge moyen en général de 27 ans, avec une ancienneté moyenne de 12 mois. Donc c'est en fait une population assez volatile aujourd'hui sur le B2C. Donc c'est plus de la conduite de véhicules utilitaires en type 6 mètres cubes. Donc là c'est la messagerie, c'est ça ? C'est ça, mais au niveau VL. Et après vous avez le B2B donc, qui concerne également du VL, mais avec une majorité de conducteurs PL et SPL, donc permis C et permis CE, où l'âge moyen là il est plutôt de 37 ans, donc on gagne 10 ans d'âge, et puis avec une ancienneté moyenne de 4 ans. Donc ça c'est le groupe aujourd'hui. Aujourd'hui, nos besoins en termes de recrutement, il est clair, hein, c'est que dans le B2B on recrute 21 postes ouverts, donc tous en CDI. Et on met en place des tableaux de bord, des indicateurs, et on peut voir qu'aujourd'hui, pour un poste, on met 58 jours à recruter. Donc c'est-à-dire qu'il faut anticiper les besoins. Si vous n'anticipez pas les besoins, vous ne pouvez pas répondre à votre client. Et si vous ne répondez pas à votre client, évidemment, vous perdez votre marché. Exactement. Donc il faut être réactif, et c'est pour ça que, vous le verrez derrière, on met en place toute une stratégie qui est importante et qu'il faut respecter. Le B2C aujourd'hui, là on arrive dans l'activité saisonnière. Aujourd'hui, on a une centaine d'offres d'emploi. Donc je ne vous explique pas charger le recrutement. Il a du job. C'est quand même... Il y a un paradoxe. On parle beaucoup de l'emploi, on parle beaucoup de chômeurs également, et puis en même temps, on a des entreprises qui parlent de stratégie de recrutement. C'est-à-dire qu'on met le paquet pour aller chercher des... Ça paraît comme ça, à brut, un non-sens, quoi. Non, mais alors, c'est pas dans mon slide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai de plus en plus d'entreprises intérimaires qui m'appellent, en fait, avant, nous, on va dire les entreprises qui faisaient du placement nous appelaient plutôt pour des postes de cadre. Et ben en fait aujourd'hui on nous appelle pour tout poste, du chauffeur, du mécanicien, voilà. Tout à l'heure, il n'y a pas de limite. À l'écoute des chiffres, je me disais que si j'étais une boîte d'intérim, recruteur, il faut vraiment aller là-dessus parce qu'il y a un besoin énorme. Il faut vous livrer du personnel, quoi. Ouais, complètement. Nous, on a besoin, notre activité, il faut que ça tourne. Charge, il faut trouver maintenant comment on fabrique finalement, on arrive à aller chercher ce public. Ouais. Et c'est ça que je vais vous présenter juste après. C'est la stratégie du groupe. Comment on va faire pour essayer,
c'est des tests, on essaye. Hein. En fait, c'est ce qu'on appelle le système de management par la qualité. En fait, on définit une problématique, on met en place des actions, on évalue et on recommence. En fait, c'est la route d'Hemming. C'est en perpétuelle évolution et on a cette obligation-là aujourd'hui. Si on ne se remet pas en question, en fait, clairement, on ne va pas avancer. On n'ira pas dans le bon sens. Aujourd'hui, nos difficultés, chez B2C, dans le B2C, on a 186 salariés. Et je vous dis, on peut monter jusqu'à 200, 300 salariés en période saisonnière. On a un turnover important. Aujourd'hui, on est aux alentours de 56%, un absentéisme de 14%. Et en fait, on a aussi des difficultés, c'est la sinistralité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on confie un véhicule à nos salariés et on espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Mais voilà, il y a de la casse, c'est des choses qui arrivent. Mais on essaye de la contrôler. C'est ça on ne peut pas forcément l'éviter, mais on peut la contrôler. Ouais, vous la subissez, quoi qu'il en soit, mais il y a peut-être des leviers. On peut trouver des moyens, des actions de prévention, justement pour la réduire. Dans le B2B, c'est 103 salariés aujourd'hui. On a un turnover de 51, une absence de 9%. La même problématique sur la sinistralité, que ce soit avec du PL. On a également de la sinistralité. Et on a également une autre contrainte, parce que dans le B2C, c'est très cadré, très structuré. Et par contre, là, dans le B2B, on a des petites difficultés sur le respect des consignes. On a des personnalités, on va dire, de salariés qui ont un fort tempérament ou autre. Voilà, on a toute typologie, on va dire, de caractère, d'attitude. Et en fait, aujourd'hui, il faut travailler sur la gestion des heures, parce que c'est un coût. C'est un coût très important aujourd'hui pour les structures. Et il faut rationaliser tout ça, optimiser. Et donc, il faut mettre en place des process aujourd'hui. Et c'est ça qui est difficile, mais à la fois vis-à-vis des salariés, on va dire des équipes qui sont sur le terrain, mais également au niveau des exploitants. Et je vais en reparler, en fait, c'est un travail, tout ce que je vais vous présenter là, c'est un travail d'équipe. C'est pas une personne, c'est pas voilà, c'est un travail d'équipe. Et si une image toute simple, c'est la chaîne. S'il y a un maillon qui ne fonctionne pas, qui est cassé, on n'y arrivera pas. Ça avance pas. Voilà. Et donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, il faut que tout le monde avance dans le même sens, aille dans la même dynamique. C'est important. Donc là aujourd'hui en fait, donc voilà, j'avais commencé ma slide avec sur les actions qu'on va mener. C'est donc un travail d'équipe. C'est la base. En fait, c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire que Cini, c'est avec Frédéric Pigassou et puis le COMEX. On définit certes la stratégie, mais derrière, il faut qu'on emmène les équipes avec nous. Et je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, on gère de l'humain, comme tu as dit tout à l'heure. On gère de l'humain, donc en fait, c'est de l'individualisme. C'est un salarié, une personnalité. Et comment gérer un collectif avec de l'individualisme? Et c'est ça aujourd'hui une grande difficulté qu'on a. Après, je m'inquiète pas, on va y arriver. Ouais, mais il faut dynamiser en fait l'équipe. Aujourd'hui, dans cette démarche, alors ça concerne beaucoup le recrutement, parce qu'en fait, c'est elle qui va initier, on va dire, le process avec la direction. Donc, il y a un service RH aujourd'hui avec 2 assistantes recrutement, une responsable des ressources humaines. Et en fait, c'est elles qui vont emmener les salariés, emmener les équipes vers là où on veut aller. Donc, on définit la stratégie, on définit le process, mais l'idée, c'est vraiment on réfléchit ensemble. C'est pas j'arrive ou Frédéric arrive avec une idée et puis on y va. C'est on initie et après, c'est comment faire pour que tout le monde nous suive. C'est le plus important. Donc, on met en place des process de recrutement parce qu'en fait, aujourd'hui, la grosse problématique, le recrutement en masse, c'est pas une problématique. On peut recruter, demain je peux vous recruter 40 chauffeurs, il n'y a aucun problème. Mais je peux vous jurer que 15 jours, 3 semaines après, les 40 chauffeurs, ils sont sortis. Ouais. S'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas un dispositif aujourd'hui où il y a un suivi, une formation, ça ne marchera pas. Clairement, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, en fait, avec le service RH, on a défini ensemble des critères de sélection. Donc, notamment, un des plus importants, c'est 2 ans de permis, d'utilisation du permis. Parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui avaient le permis et qui, en fait, ne conduisaient jamais. Donc, il faut faire attention à ça. Mais quand je dis critères, en fait, on n'est pas figé non plus.
il faut en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque individu est différent, mais en fait chaque parcours est également différent. Donc en fait, quand on met ce critère de 2 ans, faut pas le prendre comme quelque chose de restrictif. Il faut juste se dire, on regarde le CV, on discute, on échange avec la personne et on voit comment on peut l'intégrer au sein de la société. Alors c'est sûr il faut quand même qu'on fasse attention, je dirais, à notre sinistralité et autres. Donc il faut qu'on recrute avec un peu d'expérience, c'est le tip top. Mais voilà. Il y a d'autres critères que la conduite. Il y a peut-être aussi le savoir-être, la volonté, l'envie. Voilà. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, en fait, donc pour la structure de notre recrutement, on a mis en place des fiches de fonction. Donc les fiches de fonction, c'est tout simplement décrire exactement ce que fait notre condition part du conducteur, mais c'est valable pour tous les métiers. Aujourd'hui, sur les conducteurs, on va avoir la fiche VL, mais dans le B2B et dans le B2C. On va avoir une fiche VL sur le backup, sur le tournant. C'est des fiches de poste, tout simplement. Ça décrit, ça donne un cadre. Et puis après, on a les fiches tournées. Et les fiches tournées, en fait, c'est que va-t-il faire dans son quotidien, chez quel client il va être, quelle routine, on va dire, il va avoir. Oui. Voilà. La routine est inévitable. C'est ça. Et après, pour pouvoir les capter, on va dire sur le web, parce qu'aujourd'hui, on marche avec des job boards, des Indeed, des compagnies. L'idée, c'est de personnaliser l'annonce pour que les gens, en fait, sachent, pour qu'ils postulent vers véritablement ce qu'ils souhaitent faire. Bon, on se rend compte, en échangeant avec le RH, qu'on peut avoir des VL qui vont postuler à du PL, alors qu'ils n'ont pas le permis quand on les appelle. Donc, en fait, il y a un gros tri de CV. Je vous dis, je crois que la semaine dernière, c'était 40 CV. On a reçu un candidat qui finalement correspondait réellement à l'annonce, à nos besoins. Ce que je vois dans tout ça, c'est aussi des coûts pour l'entreprise, parce que c'est devenu un poste pas tout à fait anodin. Alors, notamment, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on met en place tous ces process. C'est aussi pour cadrer les choses, c'est pour être sûr que la personne qu'on va recruter correspond bien à nos besoins, à nos attentes. Donc ça, c'est le plus important. Mais également, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on leur mettait des doublons de la formation pendant 15 jours, 3 semaines, et qu'en fait, on se rendait compte que finalement, c'était pas la bonne personne. Donc on la sortait, avec une fin de période d'essai employeur. Mais en fait, tout ça, quand on le cumule, je crois que de mémoire, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je crois qu'on avait analysé 4 mois, on était aux alentours de 100 000 euros de coûts, quoi. Donc c'est énorme, donc c'est des coûts cachés. Et puis, le temps passé par nos recruteurs, ça fait mal à la tête, quoi. Complètement. Et puis il peut y avoir aussi un sentiment de je recrute, mais finalement j'en recrute toujours autant, et puis finalement il n'y a pas de résultat. Et donc ça, c'est important. Il faut absolument mettre une dynamique. Et c'est pour ça notamment tous ces process qu'on a mis en place. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Finalement, ils ont choisi une voie, ils ont passé le permis. On a globalement une branche qui paye. Je me trompe peut-être, tu vas y répondre, mais ça paraît quand même compliqué d'analyser en profondeur ce qui se passe, ce phénomène, quoi. Alors c'est pas évident. Après, comme je vous l'ai dit, c'est de l'individualisme. C'est chaque individu est différent, chacun a sa vision, chacun son parcours. Donc c'est pas forcément évident. En termes de rémunération, je vous ai montré tout à l'heure qu'on était à peu près à 1 830 € net. Moi, je vois aujourd'hui, on a un salaire moyen sur le B2B qui est à 2 293. Donc il y a un petit delta. On paye à la convention. Après, il y a une gestion des heures. La plupart de nos chauffeurs ont des contrats à 169 heures, pour certains 186 heures. Parce qu'en fait, ils veulent, nous, c'est vrai que quand on échange avec eux, et ils nous demandent entre 2000 et 2500 € net, c'est ce qu'ils aimeraient. Donc, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur la partie rémunération. Il faut aussi que... Alors, on peut avoir la pyramide de Maslow en référence, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi le sentiment d'appartenance. Et en fait, c'est là-dessus où nous, on va... Aujourd'hui, le transport, c'est pas une branche qui croule sous les dollars. Donc en fait, l'idée, c'est de rationaliser ses coûts, d'optimiser ses coûts. C'est de voir comment on peut faire pour finalement dire que c'est pas forcément l'argent qui mène la danse, mais plutôt être intégré à une entreprise, la culture d'entreprise, comme le disait Aurélie. Donc c'est la marque employeur. C'est ça, c'est hyper important, c'est la base. Tu vas nous en parler sur ce que vous mettez en place. Ouais. Juste, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble pour qu'on arrive à cet objectif-là.
c'est vraiment à la fois le chauffeur, mais également l'ensemble des équipes. Et quand je disais que derrière, on a un recrutement en collaboration avec les exploitations, c'est-à-dire qu'en gros, le service RH dégrossit, on va dire, affine par rapport à des critères. Et puis derrière, elle propose et elle voit elle valide, on va dire, le recrutement avec les exploitations. Et une fois que l'exploitation a validé, eh ben, on va parler d'intégration. Et cette intégration passe par un processus de formation, d'accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un suivi par l'exploitation et par le service RH. Donc on a aujourd'hui des chauffeurs qui sont, on va dire, déportés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au sein de l'entreprise, mais ils sont souvent chez le client, chez les chargeurs. Et donc en fait, c'est comment garder du lien avec eux. On s'est posé la question. Parce que venir au bureau, des fois ils n'aiment pas trop, ils sont timides, ils sont pas fans. C'est donc comment mettre du lien, comment dire en fait tu n'es pas embauché par le client, tu es embauché par le groupe G7, voilà. Et donc l'idée c'est de mettre un suivi donc avec des appels téléphoniques à J+2, J+5, en fait en fonction du parcours de formation qu'on va mettre en place. Et après on vient le mettre en complément, soit avec un entretien annuel, soit avec un entretien pro. Donc l'entretien pro qui est obligatoire. Et en fait tout ça, ça met du lien. C'est l'entretien annuel et l'entretien pro, en fait, c'est un moment privilégié pour, on va dire, le salarié et puis son responsable. Et ça permet de parler du passé, du présent et de l'avenir. Et ça permet de se projeter. Et je pense que parfois, en fait, et moi je suis concerné par ça, j'ai besoin de me projeter, en fait. J'ai besoin d'objectifs. Alors, moi, dans ma carrière, oui, j'ai toujours marché à l'objectif. Mais après, un chauffeur, trouver des objectifs, c'est pas forcément évident. Tu veux qu'on mette des paillettes dans ta vie, quoi. Ouais. Des difficultés ou autres, mais ouais, c'est ça. C'est normal. Il faut de l'enjeu. On a besoin de rêver, on a besoin de cap. Il faut de l'enjeu et on a des chauffeurs aujourd'hui qui nous réclament et c'est pour ça qu'on a des postes notamment de backup et de tournance, c'est parce que ils veulent pas tomber dans une routine, dans cette monotonie, on va dire, mais il y en a beaucoup qui veulent, hein. Ils veulent ça, ils aiment. Il y en a qui aiment ça, oui. Ils aiment savoir qu'ils vont arriver à telle heure, ils vont repartir à telle heure, ils vont faire tel client, ils ont leurs habitudes. Même chez les jeunes ? Même chez les jeunes, il n'y a pas de distinguo. Non, en fait, alors, des fois, ça peut être par rapport à sa personnalité, ou en fait, ça va être quelqu'un qui va être plutôt introverti, et puis, en fait, il a ses clients habituels, il a ses petites habitudes, et ça lui convient, en fait. Il n'a pas besoin de plus. Ensuite, on a mis, si je continue le parcours, là, on est vraiment sur le terrain et on va mettre en place donc, un système de tutorat. Le système de tutorat, en fait, c'est un chauffeur qui est déjà en place, qui maîtrise complètement le process client et qui va l'accompagner pendant quelques temps et qui va, on va dire, lui donner les bonnes consignes, les bonnes recommandations sur savoir comment on fait. Voilà. Et puis derrière, on a aujourd'hui un formateur expérimenté et qui est en plus APTRL, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un animateur en prévention en transport. Et donc en fait, lui, il vient, on va dire, il peut venir au démarrage comme il peut venir à la fin. Ça va dépendre du public qu'on a. Est-ce qu'il est expérimenté, pas expérimenté? Là, on va avoir une jeune candidate qui rentre lundi. Et ben en fait, on la met tout de suite avec. Parce qu'en fait, il y a une histoire de gabarit de véhicule. Donc elle a son SPL, mais elle a fait très peu de SPL, même très peu de PL. Elle sort d'une formation. Donc l'idée, là, c'est vraiment un parcours sur du court terme, mais à 3 mois, 6 mois, où on va d'abord la mettre sur du PL et après du SPL. Justement, en fait, pour lui donner sa chance. Et pas que, on va dire qu'elle nous fasse un sinistre et que derrière, on soit obligé de malheureusement la sortir parce que ça va nous générer des coûts. Et voilà, on se dit, est-ce que demain, son inexpérience va faire qu'elle va réitérer? C'est ce qui se passe très concrètement quand il y a sinistre, généralement derrière c'est compliqué. Tout dépend de l'explication. En fait, c'est des coûts, c'est une immobilisation du véhicule. Donc ça veut dire qu'il nous faut un spare, il faut trouver un véhicule de remplacement. Donc en fait, ça engendre tout un tas de problématiques derrière qui est compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la sinistralité,
c'est très coûteux les assurances. Bien sûr. Vous pouvez, je pense, que parler avec les agences d'assurance les cabinets d'assurance qui sont sur le salon. Il y a un sujet. Ouais, le transport, il y a beaucoup aujourd'hui de grosses assurances qui disent non, moi le transport, j'y vais pas. J'ai entendu beaucoup se plaindre que vous ne trouviez plus ou plus difficilement des assurances. C'est compliqué. Et donc après, c'est à nous de travailler avec nos partenaires assureurs pour trouver des solutions, travailler sur les actions de prévention. Essayer de sensibiliser. Voilà, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. En fait, nous, on est toujours en test. Aujourd'hui, voilà, on essaye de. Là, aujourd'hui, la dynamique qu'a mis en avant ou qu'a lancé Frédéric Pigassou, donc le CEO du groupe, c'est essayer de mettre en chose. En fait, c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître, de s'analyser, et puis derrière, de tester des choses. Voilà, tester des actions et voir si ça fonctionne. Donc c'est vraiment important parce que aujourd'hui, on a des préjugés, on pense que sur les jeunes, je vous disais sur la sinistralité, et en fait aujourd'hui on a un Google Form en fait qui nous permet que les responsables à chaque sinistre remplissent et qui va nous permettre en fait d'analyser par typologie de chauffeur, par ancienneté, même par jour de la semaine. Est-ce qu'on a plus d'accidents le lundi parce que la personne n'est pas réveillée, ou est-ce que c'est plutôt le dimanche ou le samedi si c'est souvent le lundi, du coup vous fermez l'entreprise le lundi et carrément. Bon. De toute façon, on va essayer de travailler 4 jours par semaine. C'est un objectif. Pourquoi pas. Non mais voilà, en fait on essaye. On n'a pas de solution miracle, clairement. On n'a pas. J'aime bien la notion de on teste. Ouais, c'est ça, mais on est obligé en fait aujourd'hui. Je viens du monde de la santé, j'ai travaillé pendant 15-20 ans dans la santé. Je ne peux pas dire que ce que j'ai mis en place dans la santé, dans mon ancienne entreprise, va fonctionner ici. Parce qu'en fait, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, ça dépend de la taille, ça dépend des personnalités. Donc en fait, il faut innover. Il faut toujours innover. C'est comme on va parler tout à l'heure des évolutions technologiques. En fait, si vous n'innovez pas, si vous réfléchissez pas, mais pour pouvoir innover, en fait, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir ce qu'on est. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, et c'est le credo de Frédéric, c'est la data. Donc ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, on développe le contrôle de gestion pour justement apprendre à se connaître, pouvoir sortir des chiffres et puis dire là où ça pêche. Et puis une fois qu'on a défini là où ça pêche, on travaille avec chaque responsable. Et c'est les responsables derrière qui déclinent auprès de leurs exploitations pour mettre en place les solutions. On a une autre notion, c'est l'équité. Je pense qu'il est très important, et puis de toute façon, aujourd'hui, on le sait, c'est que les chauffeurs sur les quais ou autres, à chaque fois qu'ils réceptionnent leur salaire, vont voir le collègue en disant t'as vu moi ce que j'ai gagné, t'as vu, toi t'as gagné quoi, ah, tiens t'es moins payé que moi, comment ça se fait? Et en fait ça, moi ça me perturbe, ça m'a perturbé. Et en fait avec Frédéric et puis le COMEX, on a décidé en fait de dire non, en fait on a une grille indiciaire, on la suit. Après on a des spécificités de l'encaissement, du décaissement, de la mise à quai, des choses comme ça, qui sont vraiment des spécificités qui demandent une certaine technique. Et donc là, on est d'accord. Là, on va... mais il faut des critères. C'est comme le recrutement, finalement. Des règles. C'est ça, il faut des règles. Donc c'est hyper important. Donc là, voilà, on a cette... Et puis ça permet de dire aux équipiers, mais non, mais en fait, tu es payé exactement pareil que ton collègue. Vous faites le même travail. Donc pourquoi qu'on soit homme, femme, vous gagnez exactement la même chose, en fait. Il y a une grille, il y a des critères, on les respecte. Et puis au moins comme ça, on enlève une problématique. Clairement, parce que je l'ai vu moi au début que j'étais arrivé. Ah ouais, mais moi, lui il gagne ça. D'accord, je regarde. Ah ouais, malheureusement, voilà, je vais pas lui baisser son salaire. Je vais pas lui baisser son salaire, je peux pas. Mais du coup, je justifie sur quelle est la nouvelle politique aujourd'hui du groupe. C'est de la transparence aussi. Hein. Complètement. Et ça évite bien des tracas. Ouais. Et puis après, on a d'autres... donc en fait, vous voyez, c'est très large, je vous présente plein de choses. Mais on est obligé. En fait, il faut avoir une vision globale de la problématique. Donc il faut traiter différents aspects de la problématique pour pouvoir essayer d'avoir une réponse complète. Sinon, en fait, si on traite une problématique, c'est comme si on ne fait pas un travail collaboratif. Finalement, on va régler le problème du service RH, mais on ne va pas régler le problème du service de l'exploitation. Parce qu'en fait, comme ils n'auront pas discuté entre eux,
ils n'auront pas vu finalement le point qui bloque et finalement ils auraient traité une partie du problème et ça c'est pas entendable, c'est pas possible. Il faut faire de la globalité, quoi. C'est ça. Ensuite, on a le plan de formation. Donc, aujourd'hui, on essaye de construire un plan de formation avec du maintien et du développement des compétences. Donc, en fait, il faut anticiper les besoins de demain. Donc, on pense à aujourd'hui, on pense à demain. On a des formations. Donc, dans le monde du transport, il y a beaucoup de formations obligatoires avec des renouvellements à périodicité définie. Et donc, il faut les maintenir. Ça, c'est la base. C'est le socle, on va dire, du plan de formation. Donc, vous avez la FIMO, les CACES, les choses comme ça, où en fait, il y a un renouvellement. Et puis derrière, en fait, on a des salariés qui souhaitent évoluer, évoluer complètement, passer de chauffeur à un exploitant, pourquoi pas. Et puis après, on en a d'autres qui veulent passer du VL au PL, au SPL. Donc tout ça, en fait, c'est de voir comment on peut les accompagner. Donc aujourd'hui, la méthode, elle est assez simple, c'est que on demande à chaque exploitant, une fois par an, de nous remonter en fait les demandes de ses salariés, de les questionner et puis de remonter l'information. On fait un tableau. Derrière, il y a une commission qui se réunit avec les responsables d'exploitation et la direction. Et en fait, on définit, oui, non, est-ce que par rapport à sa demande, est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce que tu le sens que voilà, il fait bien son job, il suit les consignes qu'on lui demande? Et puis après ça, alors évidemment, en restant dans un cadre budgétaire, hein, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Après, si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Ouais, et puis il faut que ça réponde aussi à la stratégie de l'entreprise. C'est ça. Et oui, complètement. On ne va pas faire une formation couture. Mais vous savez que j'avais beaucoup ça dans la santé où j'avais un public très féminin et on nous demandait des préparations à la retraite ou des formations de reconversion diverses et variées. Et c'est vrai que non, on ne pouvait pas ce genre de choses. Et là, c'est pareil, en fait. Il faut aussi quand même que ça réponde dans un premier temps à la stratégie de l'entreprise. Donc ça c'est hyper important. Donc, une fois qu'on a eu le retour du responsable d'exploitation, la direction et le responsable d'exploitation valident un plan de formation, un volume, un coût. Et puis derrière, charge au service RH de suivre. Et il y a aussi la notion, après, derrière, d'évaluation. Est-ce que la formation que tu as demandée, finalement, est-ce qu'elle te correspond? Est-ce que l'organisme de formation qu'on a choisi correspond? Parce qu'on sait qu'il y a un peu d'arnaque dans la formation. Donc on évalue tout ça. Donc c'est pareil, en fait, c'est comme dans le processus de formation. J'ai l'impression d'entendre un certificateur Calliope, là. Oui. Alors j'ai été bercé dans la santé par les qualiticiens. Ah, okay, donc en fait, ils m'ont tellement mis ça dans la tête qu'aujourd'hui, c'est très bien. C'est vrai que je raisonne un petit peu comme ça. Et puis il y a ma formation aussi également qui m'a bercé, qui m'a formaté. Ouais, bien sûr. Ensuite, on essaye de monter des partenariats. Donc il y a des choses en fait qu'on avait mis en place il y a quelques temps, mais qu'on s'était rendu compte que ça marchait pas. Il y a des choses aujourd'hui qu'on relance. Donc on a la MRS, la PMSMP, les POI, les titres pro, les alternances. C'est des choses qu'on avait déjà faites, mais finalement, comme il n'y avait pas un cadre, un bon accompagnement, finalement ça n'avait pas fonctionné. L'exploitation en fait n'avait pas conscience, et ni le service RH, parce qu'ils travaillaient en binôme, n'avait pas conscience finalement que les alternants ou les jeunes en titre pro, alors quand je dis jeunes conducteurs ou jeunes, c'est pas forcément jeunes dans l'âge, n'avait pas conscience que finalement, c'est pas un salarié lambda, c'est un salarié qu'il faut accompagner sur du long cours et que dès le premier pas. C'est ça. Et en fait, il a besoin cet accompagnement. C'est vraiment là, faut vraiment. Alors, je dirais, on fait de l'individualisme depuis le début dans nos parcours, mais là, c'est encore plus. Là, faut vraiment être en lien avec le centre de formation et puis et l'entreprise et le jeune. C'est un contrat tripartite. De toute façon, le contrat à l'origine, le contrat légal, lui, c'est du tripartite. Et là, il faut faire exactement la même chose. Donc voilà. Et tu vois, tu parles du dispositif PMSMP. Souvent, c'est un peu pas négligé, mais les paillettes, il faut les mettre là. En fait, si tu veux réussir ton recrutement à terme, il faut mettre des paillettes dès ce petit moment-là. C'est ça. Et prendre soin de la personne dans sa vision du métier. En fait, avant même de... Alors, c'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'il y a eu des MRS qui ont été mis, c'est des méthodes de recrutement par simulation. Justement, c'est déjà pour les mettre dedans. Et en fait, il faut, avant de commencer sur ces processus-là, au niveau de l'entreprise, il faut réfléchir déjà sur comment on s'organise, comment on va l'accueillir.
quel va être son cadre, quelle va être finalement son organisation, qui va être son tuteur, comment il va décider de l'encadrer, parce que c'est pareil, il faut de la formation. N'importe qui ne peut pas être tuteur. Comme tout le monde n'est pas manager dans l'âme, mais après, on peut les former. Tout le monde peut être manager avec de la formation. Paraît-il, ouais. Moi, je pense que oui. Ouais. Aujourd'hui, avec un bon accompagnement, une bonne formation, il n'y a pas de souci. On peut, et une volonté. Il faut aussi la volonté. Sans ça, évidemment, je crois que ça c'est essentiel. Ça ne fonctionnera pas. Après, l'accompagnement et la sensibilisation des équipes d'exploitation. J'insiste beaucoup sur la collaboration et sur le travail collaboratif, mais vraiment, clairement, dans une entreprise, c'est pas Sylvain qui va dire voilà, on met ça en place et puis ça va fonctionner. Ça marchera pas. C'est clairement aujourd'hui une équipe qui travaille ensemble, qui définit un cadre, qui définit une organisation, qui réfléchit à ses problématiques, à ses besoins, et après on met en place. Si on réfléchit pas ça en amont, si on fait pas comme ça, moi je pense que c'est un peu voué à l'échec. Alors des échecs on en rencontre toujours, mais ce qu'il faut c'est pouvoir rebondir et puis se poser la bonne question de dire mais pourquoi j'ai eu un échec ? Comment je vais faire pour rebondir et avancer ? C'est ça, parce que honnêtement celui qui a réussi à faire qui a eu que des succès, je doute, mais je pense que quand on est bien accompagné, qu'on sait faire appel aux bonnes personnes et puis en fait on peut y arriver quoi. Clairement, moi aujourd'hui mon job en fait il repose sur tout le monde. Sans les autres, je ne suis rien. Alors que les autres peuvent faire d'orchestre. Les autres peuvent faire sans moi, mais moi je peux pas faire sans eux. Donc c'est hyper important ça. Il faut que les équipes comprennent à la fois les problématiques du RH dans ce dossier-là, comprennent les problématiques du RH et les RH comprennent les problématiques de l'exploitation. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à mettre en place des choses. Mais tant qu'on ne discutera pas, tant qu'on ne se mettra pas autour d'une table pour discuter ensemble, clairement, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. La communication. On a fait des enquêtes salariées 2 fois de suite, ce qui remonte. Bon alors, on a le matériel, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a le respect, la considération, l'écoute. Ils veulent de l'information sur les projets de l'entreprise. Ils veulent savoir l'entreprise pour laquelle je travaille, mais qu'est-ce qu'elle a comme projet, comment elle va, est-ce qu'elle se porte bien, pas bien, pourquoi on fait les choses dans le projet. Ok, tu veux mettre ça en place, mais moi je sais que c'est plus une contrainte pour moi. Alors pourquoi tu fais ça en fait ? C'est quoi ? C'est juste pour m'embêter ? Non, en fait, non, c'est pas pour t'embêter. C'est que dans la stratégie de l'entreprise, que ce soit c'est pas une baisse des coûts, c'est pas une réduction des coûts, c'est plutôt une optimisation, une rationalisation des coûts. C'est ça qui est important. Donc voilà. Donc c'est expliquer quoi, la pédagogie, la communication. La pédagogie, c'est ça, c'est hyper important. Vous avez mis en place des outils de communication interne qui permet ça. Alors on a un community manager qui est Arthur, qui est juste très actif. C'est ça, qui a mis en place une newsletter. Là en fait on a réfléchi, mais c'est pareil, c'est les prémices, donc on a encore du travail d'évaluation à faire, mais on va faire une première commission de communication pour justement en fait lui permettre de lui donner des idées pour que lui derrière puisse développer en fait ses outils de communication derrière, de l'intranet, de la newsletter, voilà, tout un tas des fiches d'action à destination des salariés, des fiches de sensibilisation également. Ça c'est hyper important parce qu'en fait on est donc on va remettre du lien, mais également il faut qu'on fasse du préventif et il y a des moments malheureusement c'est du curatif. Et il faut absolument communiquer là-dessus. Aujourd'hui, l'accident de travail coûte très très cher aux entreprises. Donc il faut absolument que on travaille sur ce dossier-là. C'est non négligeable. Ensuite, c'est un plan d'investissement pluriannuel sur les véhicules, sur le matériel qu'on leur met à disposition. Parce qu'aujourd'hui, un chauffeur, c'est son camion. C'est son camion, c'est son transpalette, c'est le haillon qui est sur le véhicule où en fait tout ça pour nous c'est peut-être pas grand chose, nous c'est peut-être juste un coût, mais pour lui en fait c'est son outil de travail. Et donc en fait il faut réussir à entretenir tout ça, donc avec un plan d'investissement sur l'entretien des véhicules, avoir une certaine régularité. C'est aussi pour ça qu'on a créé la société Elvi, justement pour
mettre du cadre pour être sûr que nos entretiens, à la fois pour la partie sécuritaire, hein, parce qu'on ne peut pas laisser partir un véhicule aujourd'hui sur la route s'il y a une problématique de frein, de pneus ou autre. C'est hyper important. Donc en fait, tout ça, il faut les maîtriser, tous ces coûts-là. Donc ça fait partie de la satisfaction, la mise à disposition de véhicules, on va dire, qu'ont 4-5 ans. C'est important. Le chauffeur, c'est vrai que pour nous, c'est un coût, mais finalement, le chauffeur, lui, c'est son outil de travail de tous les jours. Donc il est satisfait. Et puis, quelqu'un qui est satisfait, en fait, il va en parler à droite et à gauche. Et puis du coup, ça peut être pour l'image de marque, voilà, pour l'image de marque et tout ça, ça peut être quelque chose en fait de très vecteur. Chez les chauffeurs, tiens, justement, ils sont très sensibles au type de véhicule qui. Oui, oui, on a souvent des remontées. Tiens, est-ce que tu pourrais m'acheter est-ce qu'on pourrait avoir telle marque de véhicule ou tel type de véhicule, ou dans mon véhicule, est-ce que je pourrais avoir tel fauteuil ou tel ceci, tel cela. Est-ce que je pourrais. On vous demande de l'électrique là, tiens. Alors l'électrique, non, aujourd'hui, on nous en a pas forcément demandé. Là, aujourd'hui, c'est des demandes clients. Alors même si, je vais vous en reparler tout à l'heure sur la partie évolution technologique, parce que vous avez reçu Frédéric Pigassou hier, et en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans les prémices, non, c'est faux. C'est que sur le GNV, comme on vous parliez hier, et puis sur l'électrique, finalement, le groupe était déjà précurseur. Donc, on a déjà pensé, en fait, c'était déjà, il y a quelque temps, la technologie de demain. Maintenant, c'est la technologie d'aujourd'hui qu'on n'y pense plus, mais... Voire d'hier. Oui, voire d'hier. Je suis dur, je vais plus. Voire d'hier, mais en fait, finalement, il était déjà dans ce move-là. Donc, aujourd'hui, c'est comment, en fait, on va faire perdurer, comment... Aujourd'hui, on a une équipe, et comment cette équipe-là va penser à... comment va être le métier de conducteur demain. Et après, le dernier axe, c'était travailler sur l'anticipation des besoins. Voilà, parce qu'en fait... l'idée, c'est vrai que c'est apprendre, c'est connaître son histoire. Ça, c'est hyper important pour savoir finalement où on va. C'est penser à aujourd'hui, comment on va faire, mais c'est aussi à penser à demain, aux besoins de demain, le marché, comment il va évoluer. On sait très bien qu'aujourd'hui, la voiture ou les véhicules thermiques ne sont pas les bienvenus, même si aujourd'hui, les constructeurs, clairement, ils ont des obligations de réduction de CO2 et puis ils tendent vers des énergies, on va dire, vertes. Donc tout le monde est concerné. Donc on y va. Donc il faut, nous, au niveau de l'entreprise, c'est penser à nos besoins de demain, penser aux besoins des salariés futurs. Donc voilà, donc c'est hyper important d'avoir une réflexion globale là-dessus. Si on parle de la féminisation du secteur, au sein du groupe G7, en fait, on disait qu'Aurélie, finalement, c'est pas une problématique chez nous, parce qu'en fait, on ne recrute pas en fonction du genre, mais des compétences. Voilà. Nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui répond à nos attentes, à notre besoin, que ce soit une femme, un homme ou un cheval, je dirais, je m'en fiche. Ce qui compte mais ce qui compte en fait aujourd'hui, c'est véritablement c'est que quelle idée cheval. on a un besoin aujourd'hui en fait peu importe le genre, on y va quoi. Donc au sein du groupe G7, c'est 42% du personnel sont des femmes. Alors je vous le cache pas, c'est beaucoup dans le VL, dans le VUL, au niveau du 6 mètres cubes, mais 42% c'est quand même aujourd'hui, je crois qu'on avait vu 4% dans le TRM. De conductrices dans le TRM. Nous, aujourd'hui, on est à 42%. Ce sont des conductrices. C'est des conductrices. Mais c'est voilà. C'est des conductrices. On a quelques-unes qui... on commence à développer... on commence à trouver des candidates. Elles conduisent moins bien quand même, non? Je blague, évidemment, je blague. Alors, je me ferai taper par ma femme. On va pas rentrer sur ce terrain-là. On va faire attention. La réaction de Coralie. Non, après, ce que j'ai comme remontée sur les dernières embauches qu'on a fait au niveau des femmes, on a quand même comme quoi elles sont... Le retard, c'est pas... Il n'y a pas de retard. Au niveau de la conduite, elles font très attention. Les moyens qu'on leur met à disposition, elles y font attention. Donc le camion, il est toujours en général clean. Elles respectent les consignes. Donc, il y a quand même des Mais plus, après, voilà, faut pas généraliser parce qu'on a une majorité d'hommes qui font exactement la même chose. Hein. Donc c'est pour ça que je veux pas non plus dire c'est le combat d'hommes et femmes. C'est pas ça. C'est fini ce temps-là. C'est ça. Moi, après, dans le monde de la santé où j'étais, on était à 90% de femmes. Alors, je vous avouerai, les 10% d'hommes qu'on était, on faisait pas les malins. Vous preniez cher en retour. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est à 42%. Au niveau manager,
Sur 15 managers aujourd'hui, il y a 6 qui sont pourvus par des femmes, et des postes de directrice, des postes de responsable d'exploitation. Donc c'est des postes quand même assez hauts. Et donc ça représente 40% de notre manager. Donc voilà, donc, je pense qu'aujourd'hui, le groupe G7 n'a pas à rougir, on va dire, de sa situation. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Au moins rien que pour ça. Sur la marque employeur, un petit mot. Est-ce que vous avez des actions très concrètes sur ça En fait, logiquement, toutes les actions qu'on mène là vont avoir un impact sur la marque employeur. Toute la partie recrutement, toute la partie intégration, suivi de nos collaborateurs, tout ça, c'est indéniable. En fait, parce que ce qui va se passer, donc il y a la partie com, qui elle va donner une image extérieure, mais en interne, en fait, si on recrute bien, si on forme bien, si on intègre bien, derrière, en fait, c'est un chauffeur qui va être satisfait et qui va en parler en fait à ses collègues. C'est ça la marque employeur. Le monde du conducteur est très fermé. Donc en fait, il va en parler et puis ça va être du bouche à oreille. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de travailler énormément là-dessus et peut-être dans 2 ans, de mesurer si finalement, en fait, dans nos enquêtes salariées et puis aussi sur les réseaux ou autres, de mesurer si oui ou non on a une amélioration de la situation. En tout cas, sur la partie chauffeur, ce sont donc les chauffeurs, les ambassadeurs finalement de la marque pour coopter, pour aller chercher des collègues dans la filière. Oui, on a aussi un processus de cooptation, mais c'est pas ce qui marche. Je suis pas sûr que ça. En fait, si vous n'avez, faut que ça se fasse naturellement. Vous pouvez coopter autant que vous voulez. Si derrière vous n'avez pas un bon processus, clairement, ça marchera pas. Il faut être vrai. Il faut vraiment faire les choses. Ou alors vous allez le coopter, il va rentrer, mais il va ressortir. Ouais. Donc vous allez avoir dépensé une somme d'argent pour la cooptation, oui, c'est ça. mais finalement, il n'y aura pas de plus-value. Il faut une cooptation naturelle finalement et qui est suivie de. Et ça viendra tout seul. Et finalement, ce sera gratuit. Ça s'appelle le bouche à oreille. C'est ça. D'une certaine manière. Merci Sylvain. On a appris beaucoup de choses sur le groupe G7 et puis globalement sur la branche. Coralie, vous intervenez, bras droit des dirigeants, c'est ça le concept, c'est vous intervenez au sein des entreprises, aux côtés du dirigeant comme son nom l'indique, donc sur des structures peut-être un peu plus petites, des structures qui ont besoin de se staffer mais qui malheureusement n'ont peut-être pas tout à fait la possibilité de le faire à plein temps. Parle-nous de ce concept et puis également peut-être d'un cas client transport dans lequel vous avez agi et puis une vision évidemment sur l'emploi dans la filière. Alors, Bras droit des dirigeants est un réseau de cadres externalisés à temps partagé. Nous sommes 200 en France aujourd'hui et nous intervenons effectivement chez nos clients par demi-journée ou par journée complète pour prendre en charge la fonction de notre expertise métier chez le client. Et donc en fait, nous sommes une solution aux défauts de recrutement, aux difficultés de recrutement de cadres dans les entreprises. Alors sur certaines expertises métiers, puisque chez Bras droit des dirigeants, on retrouve 6 expertises métiers que sont la direction financière, la direction générale, la direction ressources humaines, la direction commerciale, la direction communication et marketing digital et la direction stratégie et développement de franchise. J'oublie la petite 7e qui est relativement récente dans le réseau, qui est la direction RGPD. Et donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir soit pallier à l'absence du cadre dans l'entreprise qui est staffée, mais pour X ou Y raison, un cadre absent ou un poste vacant. Assurer donc l'intérim d'une certaine manière. Alors, on va parler de transition. On va effectivement assurer la fonction, sauf qu'au lieu d'être à temps plein dans l'entreprise, on va intervenir 2 jours, 2 jours et demi par semaine. 2 jours et demi par semaine, en fait, vous êtes là tous les jours. Mais effectivement, pas sur une journée complète. Et c'est parfois suffisant pour pallier à l'urgence et soulager le dirigeant du quotidien qui doit malgré tout être fait. Et puis les projets sont mis de côté en attendant le retour du cadre ou son remplacement si le poste est vacant. D'accord. Ça, c'est quand on a des belles entreprises comme G7 par exemple, qui sont staffées. Mais on intervient, et en fait c'est notre cœur de cible historique, dans des entreprises qui n'ont pas les services d'un cadre en interne. Parce que quand on est une TPE, on n'a pas la charge de travail pour occuper un cadre à temps plein. On n'a pas les moyens non plus de s'offrir les cadres à temps plein. Et souvent, le dirigeant de la TPE, il est tout seul à tout faire. Et donc, chez Bras droit des dirigeants, c'est pour ça que c'est notre cible historique, on s'est dit que c'était là aussi, ou plutôt là, dans ce type d'entreprise, qu'on pouvait intervenir et aider le dirigeant pour le soulager
de sujets, de situations que souvent il ne maîtrise pas et pour lesquels il n'a pas de temps à consacrer, puisque lui, en tant que dirigeant, son rôle, c'est l'exploitation. Et donc tout ce qui gravite autour, tout le côté pilotage, il pilote souvent son activité, mais toutes les obligations, le pilotage, la stratégie, ce sont malheureusement des sujets qu'il met de côté. Comme les ressources humaines d'ailleurs. Exactement, comme les ressources humaines. Là, toi, c'est ta spécialité. Hein, tout à fait. Je suis directrice des ressources humaines, bras droit des dirigeants, à temps partagé. Est-ce que tu as une réaction justement sur tout ce qu'on a pu dire là tout à l'heure ? J'en ai plein parce que j'ai effectivement cette expérience, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir, d'avoir un client dans le transport de voyageurs en particulier. Et effectivement, pour rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit, recruter des compétences, oui. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, et ça c'est assez général, quel que soit le secteur d'activité, on va plutôt chercher à recruter des personnalités et donc du savoir-être. Parce que les compétences, aujourd'hui, on est dans un pays où on a su développer pléthore d'outils et de financement pour accompagner à la formation des personnes qui ont envie de vraiment grandir et faire un métier ou changer de métier. Donc tous ces outils-là, on les a. Aujourd'hui, les compétences, les entreprises sont capables d'accompagner pour une montée en compétences ou pour un recrutement et développer les compétences de quelqu'un qui veut. C'est un peu le principe de la POI dont tu parlais. Tout à fait. Ça, c'est des choses qui sont en train de s'accélérer ou pas ? En tout cas, les entreprises aujourd'hui, à mon sens, cherchent avant tout du savoir-être parce que justement ces outils-là sont disponibles. Et formés eux-mêmes, quoi. Complètement. Ouais, okay, et de plus en plus, ne serait-ce que par rapport à la MRS, dont parlait effectivement M. Costrel, où la mise c'est une mise en situation, c'est un recrutement par mise en situation, où on va tester les aptitudes des candidats à exercer un métier. Et à partir du moment où ils en ont envie, ils ne sont pas formés, mais ils ont des aptitudes. Donc l'entreprise va pouvoir, avec, encore une fois, des aides de l'État et des formations, des centres de formation, enclencher des formations pour devenir salarié de l'entreprise en étant accompagné pour grandir. La petite entreprise, la TPE, la PME dans le transport par exemple, est-ce qu'elle est très sensibilisée à la marque employeur selon toi, ou il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là ? Pas forcément. Pas forcément. Alors, on l'a dans l'idée, mais le matérialiser, c'est pas toujours évident pour les TPE, parce que c'est loin de leur quotidien, c'est loin du terrain. Et trouver des solutions, c'est très pragmatique. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et donc toute l'anticipation que vous pouviez faire, effectivement, pour une TPE, c'est plus compliqué en règle générale. Cette anticipation-là, elle a un coût en ressources humaines, en différents coûts. Et en temps. Il faut pouvoir y passer du temps. Est-ce que tu aurais les 2-3 solutions justement en matière de recrutement pour séduire un public, que ce soit les femmes, les jeunes, les moins jeunes, public de reconversion? Est-ce qu'on a des leviers particuliers? Alors, j'ai pas de baguette magique. Par contre, j'ai des exemples. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai mené une mission chez un transporteur de voyageurs. Et donc, l'une des pistes qui a été évoquée d'ailleurs, c'est le cumul emploi-retraite. Pourquoi ? Parce que dans le transport de voyageurs, alors, ce n'est pas tous les transports de voyageurs, mais en tout cas celui-ci, était en charge de gérer le transport scolaire. Or, le transport scolaire, le bus, il va chercher les enfants le matin et il les ramène le soir. Et comment on occupe le salarié dans la journée ? Très clairement, ce ne sont pas forcément des emplois à temps plein, mais ce sont des emplois à temps partiel. Et comment on attire aujourd'hui des emplois à temps partiel pour des conducteurs ou des conductrices, et c'est là où effectivement la piste féminine peut être exploitée, aujourd'hui, l'une des pistes, c'est justement de se tourner vers le cumul emploi-retraite. Pourquoi ? Parce qu'à la sortie des écoles et des collèges, qui vient chercher les enfants à l'école à 16h ou 16h30 ? Ce ne sont pas les parents. Les parents, ils sont au travail. Ce sont les grands-parents. Et pourquoi le grand-parent ?
plutôt que de ramener son seul petit enfant à la maison, il ne passerait pas le permis pour effectivement apprendre à conduire un bus et faire la tournée pour rendre le service à tous les parents de la commune ou du canton. Donc ça fait partie des pistes. Par exemple, en tout cas, c'est une des pistes qui est expérimentée et développée. Et puis, il y en a d'autres. De la même manière, dans cet exemple-là de temps partiel, qui peut du coup être un temps partiel choisi dans le cadre du cumul emploi-retraite, on a aussi des personnes qui, dans des secteurs d'activité complètement différents, sont en temps partiel. Et des salariés qui aimeraient avoir un temps plein. Donc j'ai un temps partiel d'un côté, chez un employeur, dans un secteur d'activité, et j'aimerais bien compléter ce temps partiel avec un autre temps partiel dans un autre secteur d'activité. Et donc l'une des pistes, ça a été aussi de pouvoir réfléchir à une forme de partenariat avec une entreprise d'un autre secteur d'activité pour effectivement proposer aux salariés ce complément d'activité de façon à faire de 2 temps partiels un temps plein. Merci Coralie. Allez, on va clôturer notre conférence. Mot de clôture, Aurélie, les jeunes, comment appréhendent-ils cette branche? Ont-ils envie de venir en faisant un waouh ou on a de véritables difficultés à les convaincre et qu'il y a du boulot? Alors, il y en a qui font waouh parce qu'ils sont fils ou filles de conducteurs, conductrices, ils baignent dans le milieu du transport ou de la logistique depuis qu'ils sont nés. Donc ceux-là, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, ce n'est pas un secteur vers lequel les jeunes se tournent naturellement. Ils n'y pensent pas, alors que pourtant le transport, il est partout dans nos vies, dans notre environnement. Ils n'y pensent pas forcément. Là encore, il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées reçues sur des questions de pénibilité, des questions de je ne vais pas voir ma famille, j'aurai pas de temps pour moi, c'est compliqué, c'est pas propre. Je pense aux mécaniciens, par exemple. Des découchés, effectivement, je ne vais pas bien gagner ma vie, etc. etc. Donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui que le secteur a bonne presse auprès des jeunes. Nous, ça fait partie de nos missions que de travailler sur ce sujet-là. Il faut mettre des influenceurs dans les camions, là. On a des influenceurs qui effectivement, font la promotion de la branche. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous les verrez sur notre chaîne YouTube. Vous faites un camion aussi. Story, il passe une semaine dans le camion. En effet, c'est exactement comme ça qu'on procède. On va dans les établissements scolaires, on est présent sur les salons, sur les forums, auprès des demandeurs d'emploi, des personnes qui souhaitent travailler sur une reconversion. On travaille en lien avec tous les partenaires, les organismes de formation et autres. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, en effet. Les jeunes ne pensent pas spontanément au transport et à la logistique. Et pourtant, il y a de quoi faire carrière. Si on n'aime pas trop les études, on peut accéder à ce milieu-là sans être obligé de faire des bacs plus, etc. Si on est plutôt attiré par des études longues, on a aussi sa place dans le transport et la logistique, qu'on soit manuel, plutôt intellectuel, j'aime pas trop l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Tout le monde a sa place, en fait, dans le secteur. Donc, voilà, moi, ce serait mon mot de conclusion par rapport aux jeunes. C'est un beau message. Allez, Sylvain, je vais te proposer un exercice. Je suis taquin. Est-ce que tu aurais la gentillesse de mettre un peu de paillettes aux jeunes qui sont derrière leur écran, qui vont regarder cette conférence? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, peut-être pas les convaincre, mais leur dire venez nous voir, il y a des trucs vraiment sympas à vivre? L'avantage dans le groupe G7, c'est qu'en fait, on offre tout un panel de possibilités au niveau du transport, en fait. Qu'on veut faire de la messagerie, qu'on veut le faire tout simplement du transport longue distance ou autre. En fait, c'est vrai qu'on a un panel très large avec nos filiales. On peut faire du vélo cargo. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais on peut faire du vélo cargo en urbain. Non. Après, c'est vrai que les jeunes ou les reconversions, c'est les publics qu'on vise. On souhaite aujourd'hui recruter de façon plus importante.
et que les jeunes ou que les personnes qui arrivent chez nous en fait comprennent nos contraintes, nos difficultés et qu'ils adhèrent à la culture de l'entreprise. Voilà. En fait, j'ai pas utilisé le mot, mais c'est ce qui ressort régulièrement. Nous, en fait, au niveau du siège, on a donc un grand open space. Et en fait, c'est une famille, en fait, G7. Ils sont partis d'une TPE à aujourd'hui une ETI. Et en fait, Frédéric là-dessus met un point d'honneur, c'est que on reste une famille, voilà. Donc, et on a fait un CSE, et c'est ce que les représentants du personnel finalement, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, et du coup la relation a été un petit peu, on va dire, égratignée. Et aujourd'hui, on a discuté avec le CSE mercredi soir. Ils veulent, les conducteurs veulent ce lien, cette proximité avec Frédéric notamment, parce que Frédéric, c'est un personnage, c'est le point central du groupe. Il est attachant, il est très attachant. Il est très attachant et clairement, aujourd'hui, même moi, si j'arrive dans la structure, clairement, le point de référence aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du groupe G7 sans parler de Frédéric Pigassou. Donc en fait, c'est cet esprit familial en fait, qu'il faut qu'on arrive à conserver malgré cette taille. Hein. Ce 400 salariés, voire 500 en période de pic. C'est déjà une prouesse d'en parler comme ça aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Moi, en fait, ce qui m'a fait arriver au sein du groupe G7, j'ai fait quelques petites entrées au sein du groupe dans le cadre de mes études. Et ce qui m'a fait venir faire le choix, c'est véritablement cette ambiance, cette envie. Alors c'est vrai que les sédentaires, c'est plus facile pour moi en tant que sédentaire parce que je suis au contact toujours avec eux. Mais c'est ce qu'il y avait aussi avant avec les chauffeurs. Cette proximité, c'est-à-dire que j'ai une problématique, j'ai un besoin, j'ai une envie, que ça soit Frédéric, parce qu'aujourd'hui Frédéric c'est l'image du groupe, donc c'est lui qu'on vient voir. Mais j'aimerais que moi, alors pas moi personnellement, mais qu'on ait envie de venir voir le directeur opérationnel, Mathieu, qu'on a envie de voir les différents responsables d'exploitation, et qu'on n'y va pas à reculons ou juste parce qu'en fait, finalement, derrière, il va y avoir un rendez-vous pour une sanction disciplinaire. Donc il faut qu'on... Frédéric, voilà, il inculque ça, il est moteur et il veut qu'on reste quand même une famille. Voilà, et ce que je peux dire, c'est... venez rejoindre une famille à la taille d'un groupe, d'une ETI, ça paraît un peu déconnant, un peu hallucinant, mais voilà, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est ça le groupe G7 aujourd'hui. Tu m'as convaincu. C'est une famille. C'est une famille. Merci Sylvain, merci beaucoup. Et Coralie, pour conclure, peut-être t'adresser à un dirigeant d'une petite entreprise de transport et de lui dire comment ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il ait envie de te rencontrer et qu'il puisse faire appel à tes équipes ou à toi-même directement? Qu'est-ce que je pourrais dire? Que déjà rencontrer, ça ne coûte rien. Se rencontrer, ça ne coûte rien. C'est un premier point. Et que on peut être entouré, mais qu'effectivement... il ne faut pas rester seul. Enfin, j'ai envie de parler dans ces cas-là de la solitude du dirigeant. Merci. Pas facile à dire en fait. Hein. En fin de journée, non. La solitude du dirigeant, où effectivement, comme je le disais, le dirigeant d'une TPE ou d'une PME, il est souvent seul à tout prendre en charge, à tout décider, sans forcément avoir connaissance ni des possibilités ni des risques. Et j'aime à dire que rien de tel que de prendre une décision éclairée et que de savoir où on met les pieds. Et c'est un peu ça notre rôle, que de pouvoir échanger avec les dirigeants et les accompagner dans leur prise des décisions. La décision leur appartient. Mais nous, en tant qu'experts de notre métier, on aura balayé l'ensemble des possibilités, des écueils, et ils pourront faire un choix, encore une fois, éclairé. Donc ne pas hésiter à nous contacter. Eh bien, c'est le moment de clôturer cette conférence. Je ne vais pas reprendre quelque chose de très original. Je vais simplement dire que la famille du transport, on l'a vu, on l'a ressenti sur le salon Expert Trans, la première édition 2024. Merci Aurélie. Merci Sylvain, merci Coralie, merci au public et merci à vous qui êtes derrière l'écran.